Bonjour, je vous retrouve après un certain temps de silence et de méditation et je me propose à nouveau de vous raconter des histoires qui ont été reprises par des artistes picturaux. Ici, il s'agira de deux légendes de la mythologie grecque, une mettant en scène Héros qui s'écrit H-E-R-O, qui est donc le personnage féminin, et Léandre, qui est le personnage masculin. Alors, Héro était une prêtresse d'Aphrodite, fille de roi, et qui vivait donc sur l'île de Sestos, qui était un petit royaume, et quant à Léandre, lui, il habitait à Abydos, sur la côte de la Phrygie, mais qui est donc la Turquie actuelle. Et naturellement, c'était un jeune homme de basse extraction, on dirait. Néanmoins, il a rencontré Héros lors d'un festival dédié à Aphrodite, et les deux sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre, rappelant un peu ainsi la passion dévorante qui s'est développée entre Roméo et Juliette, ou Tristan et Iseux. Bien. Et comme toujours, de tels amours sont contrariés, et donc Héros ne pouvait pas quitter le palais sur son île, sous peine de déplaire à son père, et cependant, tous les soirs, elle agitait une torche au sommet d'une tour du palais, et Abydos voyait cette lueur dans la nuit et s'est lancé à la nage pour franchir le bras de mer qui existait donc entre l'île et la côte phrygienne et qu'on appelle l'Hellespont. Commence par un H, Hellespont. Et ce bras de mer, comme il était très athlétique, il le franchissait sans difficulté et allait retrouver la belle Héros sur son île de Sestos, et naturellement, tous les matins, aux premières lueurs de l'aube, il était obligé de nager dans l'autre sens pour retourner à Abydos, pour que leur union ne soit pas connue du roi père de Héros. Et les choses duraient ainsi depuis un certain temps, quand la météo s'est tout simplement gâtée et une tempête formidable s'est déclenchée et qui a affecté aussi l'Hellespont, de sorte que il était extrêmement déconseillé de se lancer à l'eau par dans une mer démontée comme cela. Et alors, ce qui est étrange, ce qui est une sorte d'égoïsme de la part de Héros qui se lamente et qui supplie son amant de la rejoindre malgré le danger, certaine qu'elle est que la force de la passion qui anime les deux amants va venir à bout des forces de l'océan et de la pluie et du vent et tout ça. Et donc plusieurs jours se passent, Léandre est moins chaud, semble-t-il, mais en tout cas, finalement, est-il averti de la dépression où se trouve Héros. En tout cas, il se lance à l'eau, et malheureusement, il y a un brouillard qui se lève, et Léandre ne voit pas le signal de Héros, qui est pourtant bien au sommet de la tour avec sa torche. Et Léandre s'égare, et il finit par nager jusqu'à épuisement, et il meurt noyé. Il va émouvoir les Néréides, qui sont des sortes de sirènes, qui vont récupérer son cœur mort et
quand Héro va apprendre la mort de son amant, elle va tout simplement se jeter du sommet de la tour dans le vide, et les deux donc vont avoir une fin terrible. C'est le thème de cette histoire. On a essayé de lui trouver des connotations symboliques, par exemple que Héro, sur son île de Sestos, pouvait représenter l'Occident, et Léandre, donc, qui vivait sur le continent asiatique, représenterait l'Orient, et que qu'il y aurait une sorte d'impossibilité à réunir l'Occident et l'Orient. On a aussi imaginé évidemment la polarité homme-femme, comme si dans l'amour les intérêts des uns et des autres sont différents, n'est-ce pas? Donc on a vu que Héro, même si son amant risque sa vie, veut qu'il se jette à l'eau, et ce n'est pas elle qui va devoir nager, c'est lui. Et donc Léandre veut bien se sacrifier finalement, mais dans le fond, il avait mieux mesuré le danger que Héro. Et il y a aussi un antagonisme entre, puisque c'est Héro qui porte la lumière, qu'elle pourrait représenter le domaine de l'esprit, et Léandre, comme je l'ai dit, qui était un athlète, qui ne parvient à l'amour que parce qu'il est capable de franchir l'Hellespont à la nage, représenterait les forces de la nature plutôt, et que c'est un rapport de force qui ne tourne pas à l'avantage des forces de la nature, semble-t-il, puisque la lumière du flambeau de Héro survit d'abord à Léandre, mais elle non plus, donc ne peut pas survivre sans la nature. Alors voilà, et on peut peut-être trouver toutes sortes de connotations symboliques. J'imagine que des psychanalystes en verraient d'autres. Et voilà. Donc, cette première histoire est quand même touchante, d'autant que, comme vous l'aurez vu pendant que je parle, l'une ou l'autre illustration, par des peintres de génie, ont abordé ce thème. Par exemple, le peintre maniériste Domenico Fetti en a fait une illustration tout à fait remarquable, si remarquable que le peintre anversois David Teniers le Jeune, l'ayant sans doute vu au cours d'un voyage en Italie, l'a tout simplement copié. Et donc il existe aussi cette copie de David Teniers le Jeune. Voilà. Donc cette histoire m'a paru touchante et je n'ai eu de cesse que de vous la raconter. Maintenant, on va passer à la seconde histoire dans un moment. La seconde histoire est assez bizarre. Au début de l'histoire, donc c'est l'histoire d'Apollon et Marsyas. Au début de l'histoire, on voit Athéna, la déesse Athéna, inventer un instrument de musique qui est une sorte de double flûte à hanches qu'on appelait aulos. Donc, il faut voir un peu ces flûtes comme celles qu'on voit sur une cornemuse plutôt. Donc,
il faut quand même souffler assez fort. Et elle était tout au plaisir de jouer de son instrument, Daulos, quand elle a vu son image dans l'eau, après surtout avoir remarqué que les autres dieux se moquaient littéralement d'elle, riaient pendant qu'elle jouait. Et quand elle a surpris son reflet dans l'eau, elle a vu que pour jouer de cet instrument, elle était obligée de gonfler fortement ses joues, un petit peu comme la poche là de la cornemuse, et que ça l'enlaidissait beaucoup. Et dès lors, Athéna est entrée dans une rage folle, a jeté la fameuse flûte derrière son épaule en maudissant celui qui oserait la ramasser. Mais, passant par là, quelques jours plus tard, alors ici, les versions diffèrent, mais il y en a qui disent que le satyre Marsyas passe par là, et d'autres ne le présentent pas comme un satyre, pardon. Et il sera même évoqué que il portait une peau de bête, mais qu'il n'était pas pour autant un satyre qui, comme on le sait, est un homme, un être mi-homme, mi-bête. Mais dans la littérature picturale, si je puis dire, dans les œuvres picturales, sculptées ou peintes, il est souvent présenté comme un satyre. Et donc Marsyas, puisque tel est son nom, trouve la flûte d'Athéna. Dans certaines versions, il passe même pour l'inventeur de la musique, ce Marsyas. Donc, il est très heureux de trouver un instrument de musique, il en joue tout le temps, et il devient tellement expert qu'on dirait aujourd'hui qu'il prend la grosse tête. Car à l'époque, celui dont on vantait le talent musical, c'était le dieu Apollon, qui jouait de la lyre. Et il en jouait, sans jeu de mots, divinement. Eh bien, Marsyas, à un moment donné, se croyant l'égal d'Apollon, va jusqu'à lui et le met au défi de participer à un concours musical entre lui, enfin, ou contre lui plutôt. Et Apollon relève le défi, on choisit un jury, Apollon choisit les 9 muses, ce qui est assez intelligent parce que les 9 muses étaient acquises à la beauté d'Apollon et Marsyas, si vraiment il était un satyre, il devait être très laid. Mais il avait quand même un supporter, si je puis dire, qui était le roi Midas. Vous savez, celui qui touchait tout ce qui transformait, qui plutôt transformait tout ce qu'il touchait en or, et qui, dans le débat, va prendre le parti de Marsyas, ce qui va mettre Apollon en fureur et va lui faire pousser des oreilles d'âne. Voilà, notre légende connexe qui est ainsi expliquée. Et donc, le concours commence. Ils sont tous les deux d'une habileté extraordinaire et leur musique est vraiment difficile à départager. Mais Apollon n'a pas envie de perdre et il dit même, avant de commencer à Marsyas, que il faut qu'il y ait un enjeu à ce concours, ce à quoi Marsyas souscrit, et il accepte que le vainqueur pourra faire ce qu'il veut de l'autre. Absolument.
Donc le concours commence, comme j'ai dit, la musique est formidable, difficile à départager, et le jury est bien perplexe. À un moment donné, Apollon retourne sa lyre et joue à l'envers. On peut aussi faire ça à la guitare, par exemple, peut jouer comme un gaucher ou un droitier, et même, comme a fait Jimi Hendrix, jouer avec les dents de sa guitare. Mais évidemment, Marsyas ne peut pas retourner sa flûte. Hein? S'il retourne sa flûte, il n'en sortira aucun son. Et devant de ces nouvelles prouesses, le jury commence à pencher vers Apollon. Et là, Apollon surenchérit parce que non seulement il joue de la lyre, mais il peut se mettre à chanter en même temps qu'il joue. Et là encore, Marsyas ne peut pas le suivre dans cet exercice puisqu'il a besoin de sa bouche pour souffler dans sa flûte. Et donc, Apollon gagne le concours et il exige que l'enjeu du concours soit respecté et il prend possession du corps de Marsyas qu'il attache à un arbre et il lui arrache tout simplement la peau, il l'écorche comme un vulgaire animal. Ce qui a été donc représenté par plusieurs peintres que sûrement vous verrez défiler, Titien, entre autres, Perugia. Là, il y a pas mal de documentation. Et c'est un supplice tout à fait immense qui nous fait frémir et on se dit, oui, mais dans l'Antiquité, au fond, on se retrouve avec un Marsyas en pleine hubris. C'est un mot latin qui veut dire complètement subjugué par la vanité, l'orgueil, qui le pousse à défier un dieu. Hein? Marsyas n'est pas un dieu. Et que c'était donc le juste châtiment qui était ainsi réservé à un personnage de cet acabit. En plus, il y avait la malédiction d'Athéna sur cet instrument, donc il n'aurait pas dû y toucher. On dit que, enfin, pas tous les auteurs, mais je crois Diodore de Sicile, dans sa version, dit que plus tard, Apollon aurait eu du regret de son attitude et qu'il aurait même délaissé la lyre pendant un temps et puis qu'il a finalement transformé Marsyas en une rivière qui porte son nom et qui coule en Turquie, qui serait un affluent du Méandre, qui est une autre rivière donc qui coule toujours en Turquie. Et voilà donc cette seconde histoire qui ressemble un peu à celle de la grenouille qui voulait se faire aussi grande que le bœuf. Hein. C'est un petit peu la même morale au fond, mais à une époque où les châtiments étaient vraiment terribles. Voilà. Ces deux histoires m'ont frappé, comme elles ont frappé de nombreux artistes à toutes les époques. Et j'espère qu'elles vous auront vous aussi intéressé. Et je vous souhaite de vivre bien heureux jusqu'à notre prochaine rencontre. Merci.